C'est parti pour ce nouveau numéro de nos quotidiens au féminin. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission où nous accordons aujourd'hui à une dame qui impacte et apporte une valeur ajoutée au travers de ses activités. C'est vraiment un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Alors, on va beaucoup discuter autour du développement des capitales humains. Comment est-ce que les femmes contribuent et participent-elles? Alors, Madame Merveille, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de voir qu'il y a maintenant ce genre de concept dans notre pays qui met en avant les femmes et je ne peux que vous féliciter pour cette initiative. Alors, c'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir malgré vos multiples occupations. Tantôt vous êtes en voyage, tantôt vous vous occupez, donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci, et je suis heureuse d'être là. Alors, je dois signifier que vous êtes très bien habillé, donc vous le faites déjà. Merci. Voilà, avant que nous n'entrions vraiment dans les vifs du sujet, parce qu'aujourd'hui, on parlera du capital humain, comment est-ce que les femmes participent dans ces sujets aussi très pertinents, on va un tout petit peu faire un tour dans les débats qui est aujourd'hui sur les genres et tout ce qui va avec, puisque ce mois vous est dédié, c'est un mois dédié à la femme, bien sûr on parlera de la femme congolaise. Et donc puisqu'on parle du droit des femmes, comment pensez-vous que les droits des femmes sont mis en valeur ici en RDC? Alors déjà, pour mieux comprendre ce sujet, je vais commencer par dire comment mettre en valeur les femmes. C'est déjà ça, c'est par là qu'il faut commencer. Comment mettre en valeur les droits des femmes. Il faudrait comprendre que pour y arriver, cela demande une approche holistique. Une approche holistique qui met en harmonie l'éducation de la femme, qui met en harmonie avec la sensibilisation, les politiques publiques, ainsi que les hommes comme alliés. Alors cette approche holistique demande quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer par prôner la femme dans son entièreté, mais soutenir l'éducation de la femme, soutenir l'instruction de la femme, lutter contre le mariage précoce de la femme qui limite ses potentialités pour continuer dans les études. Aujourd'hui, avec l'OMS, il y a une étude qui a démontré que les femmes à l'école secondaire, 60% des femmes arrêtent les études secondaires, soit pour s'occuper de la famille, donc dans les milieux ruraux. 60%, oui, énormément. 60% dans les milieux ruraux. La femme, elle stoppe, soit pour aider sa maman dans les champs, soit pour se marier précocement à 13 ans, 12 ans, 14 ans. Donc, c'est une approche qu'il faudrait mettre en avant pour pouvoir permettre à la femme de mieux se développer. Alors, vous avez dit qu'on doit mettre en avant l'éducation et tout ce qui va avec. Oui. Qui doit normalement les faire? Alors, il faut favoriser l'autonomisation. Cette circonstance de femme ne concerne pas les femmes uniquement. Cela, c'est une approche qui doit être mise en valeur par nous tous, femmes et hommes y compris. Alors pour les hommes, il y a ce que j'appelle personnellement la masculinité positive. Okay. Les hommes doivent prôner pour cette masculinité positive où ils ne prennent pas les femmes comme des adversaires, okay, comme des personnes qui vont bloquer leur ascension à eux les hommes, mais comme une partenaire pour permettre le développement du capital humain, de l'humain en particulier. Vous avez seulement parlé des milieux ruraux. Est-ce que ces constats-là est aussi fait ici dans nos milieux urbains? Les milieux urbains, non. Je dirais que dans les milieux urbains, la femme de nos jours c'est un processus au fait. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et là, je vais répondre à votre question dès le départ. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes dans un processus. Dans les milieux urbains, nous travaillons encore dessus. Et la voix de la femme est encore un peu plus portée. Parce que dans les milieux urbains, la femme, elle part à l'école. Elle va à l'université. Elle trouve de manière progressive sa place dans les organes de décision. Aujourd'hui, pour la première fois en République démocratique du Congo, on a une femme première ministre, okay, ce qui n'a jamais été. Donc, c'est-à-dire que dans les milieux urbains, la femme
commence à trouver sa place petit à petit Ok. dans les organes de décision, que ce soit en politique, que ce soit dans les administrations publiques, privées et dans les entreprises. Et vous pensez que leur prise des places dans les milieux, dans des cabinets, dans des grandes instances, vous pensez qu'ils apportent quand même quelque chose de mieux, ou il y a de l'évolution, ou tout justement ils sont là pour représenter tout simplement des femmes? Alors, je vais répondre cette question à deux volets. Le premier volet est que nous refusons que vous donniez la place à la femme parce que c'est une femme. La femme doit mériter sa place. Oui. Elle ne doit pas être dans un organe de décision parce que c'est une femme. Alors ça aussi, nous sommes en train de lutter contre cela. La femme doit être mise dans un organe de décision parce qu'elle a mérité. Et comme je venais de le dire précédemment, il faudrait que la femme investisse en elle. Okay. C'est-à-dire, elle doit investir dans son savoir. Elle doit investir dans ses compétences. Et si cette femme est compétente, alors elle mérite cette place. Donc, premièrement, il faudrait éviter de mettre la femme dans un organe décisionnel parce que c'est une femme. Elle doit être placée en tant que leader dans un organe de décision parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a les compétences pour le faire, pas parce qu'elle est une femme. Okay. Et deuxièmement, la femme, elle a un atout naturel, c'est le partage. Je donnerai un exemple. Très souvent, lorsque nous allons dans nos fêtes de famille, les mariages, les anniversaires, vous allez toujours voir que c'est la maman qui prend son sachet noir pour mettre les beignets. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la maman, elle pense toujours aux enfants qu'elle a laissés à la maison. Et tu vas voir son mari qui va lui dire, on y va. Papa, il est pressé de partir, de quitter la fête. Mais maman, elle est pressée de prendre la nourriture pour ramener à la maison. C'est un don naturel que la femme a, le sens du partage. Alors, lorsque nous prônons le leadership féminin, c'est parce que la femme, elle a une capacité naturelle de diriger. Très bien. Elle a cette capacité naturelle de diriger, raison pour laquelle... Capacité naturelle de partager. De partager. C'est quelque chose qu'elle naît avec. Une femme, lorsqu'elle devient mère, on ne lui apprend pas. Aucune femme va vous dire... elle est entrée dans un campus pour devenir mère et on lui a appris à nourrir son enfant, on lui a appris à se réveiller la nuit pour allaiter son enfant. On lui apprend rien de tout ça. Quand elle devient mère, ça devient automatique. Elle pense à la survie de cet enfant. Donc, ce qu'on pourrait retenir, les femmes doivent être placées dans des grandes institutions, dans les organes décisionnels, pas simplement pour les mettre, parce qu'elles sont des femmes, Exact. mais elles doivent les mériter, parce qu'on parle de la méritocratie. Mais voilà. Alors, le monde entier a dédié ces mois sur les thèmes d'égalité, droit et autonomisation. Que peut-on faire ici en RDC pour parfaire ces thèmes? Alors, égalité, droit et autonomisation. Ouais. D'accord. Pour construire une société juste et équitable, je pense que ces trois doivent être réunis. Alors moi, je vais le parler en trois plans. Premièrement, il faudrait renforcer les droits. Okay. Renforcer les droits comment? Il faudrait qu'on apprenne. Il faut que ces droits de la femme puissent être connus. Parce que la femme elle-même, elle ne connaît pas certaines choses. Alors, il faudrait renforcer les droits. Deuxièmement, il faudrait promouvoir l'égalité, promouvoir l'équité, pour que la femme puisse trouver sa place. Et troisièmement, il faudrait bannir les stéréotypes de genre. Très bien. Je pense que c'est parmi les questions qu'on va poser, justement. Exactement. Il faudrait bannir. Donc, c'est ces 3 points. Lorsque vous bannissez les stéréotypes de genre, ça permet à la femme de se développer et trouver sa place dans le milieu. Alors, vous nous dites que les femmes doivent connaître leurs droits. Est-ce que vous pouvez nous citer certains droits des femmes qui ne sont pas connus, ou que vous pensez que ça doit être promis, mais ne sont pas promis jusqu'à là? En fait, je ne dirais pas le droit des femmes, parce que là, c'est comme si on remet, on veut qu'on ait pitié de nous. Non, non. Je parlerai des droits de l'homme. Okay. Pourquoi
pourquoi ne pas instaurer les droits humains, les droits de l'homme dans nos programmes? Mais il y a toujours une différence entre femmes et hommes. Donc, il doit y avoir une particularité chez les femmes qui ne sont pas chez les hommes. Dans ces sens-là. Donc, les femmes doivent avoir leurs droits à eux que nous, les hommes, devons respecter et que le monde entier devra tout justement mettre en valeur. La femme est un être à part entière comme un homme. La femme a des capacités et des potentiels. Ce que nous demandons, ce n'est pas prendre la femme dans sa petitesse ou dans sa forme fragile comme elle nous a toujours été présentée. La femme est fragile, il faut la protéger. Non. Ici, nous parlons des droits que tout humain a le droit d'avoir. Un humain a droit à l'éducation. Un humain a droit à la vie. Un humain a droit au travail, aux ressources. Alors, ce sont ces droits que la femme a besoin que ça soit mis en avant parce que quand il s'agit de la femme, il est reculé. Lorsqu'il s'agit de la femme, le droit, par exemple, aux rémunérations ne sont pas les mêmes. Dans un poste qu'une femme, dans un poste vacant, le salaire qui sera proposé à un homme est différent qui sera proposé à la femme. Parce qu'on se dit toujours que la femme n'a pas peut-être besoin de beaucoup d'argent. La femme est prise en charge par son mari. C'est l'homme qui a besoin de plus d'argent parce que c'est lui qui prend en charge la famille, alors que c'est pas le cas. La femme, elle a le droit de ce même salaire que vous allez proposer à un homme. La femme a droit à ce poste que vous pensez que c'est un poste masculin. Okay. La femme a le droit d'être ingénieur. La femme a le droit d'être pilote. La femme a le droit d'être médecin. Tout ce qu'elle aspire être, la femme a le droit d'y être. Et moi, je dis, la place de la femme, c'est dans tout endroit qu'elle imagine. Dans tout endroit qu'elle imagine. Très bien. La place de la femme n'est pas seulement à la cuisine, mais dans tous les endroits. Donc, puisque tout vient de l'imagination, donc c'est qu'on peut bien imaginer, on peut le faire. On peut y arriver. Donc, c'est aussi dans cet angle-là qu'on peut voir les choses. Alors, on parle des VBG aujourd'hui. Donc, les femmes sont de plus en plus victimes de violences basées sur le genre. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors, les violences basées sur le genre, c'est un sujet aujourd'hui, c'est vrai que il est développé aujourd'hui et on a maintenant beaucoup de structures qui accompagnent ce programme de violence basée sur le genre. Mais pour renforcer cela, je dirais qu'il faudrait premièrement les lois qui régissent sur les violences faites aux femmes. Ces lois doivent être renforcées. Premièrement. Deuxièmement, ces lois doivent être appliquées. Troisièmement, les auteurs de ces drames doivent être sévèrement punis, médiatisés, afin que la femme puisse retrouver sa place et son calme. Quatrièmement, donner la parole aux victimes. Cinquièmement, organiser une réinsertion sociale pour ces femmes qui ont été victimes. Il faudrait qu'elles aient une place, une plateforme auquel elles pourront parler et où il y aura un accompagnement psychosocial après l'événement. Mais pensez-vous que la suivi de ces choses-là ne sont pas faites ici en RDC? En RDC, nous avons des programmes qui sont mis en place pour accompagner. Mais un programme ne peut pas finir tout le problème, en fait. Oui. Nous sommes toutes ces femmes. Si nous prenons uniquement l'Est de la RDC, où ces femmes sont marginalisées, elles sont violées, une structure à Kinshasa ne peut pas soutenir complètement. Je pense que c'est un programme qui doit être établi dans toute l'étendue du pays, afin que chaque femme, dans chaque coin, dans tous les territoires, puisse trouver sa place. Celles qui ont pu parler, celles qui n'ont pu parler, celles celles dont l'information a été passée, qu'elles sont passées par cela, et celles dont l'information n'a pas été passée, il faudrait que toutes trouvent un endroit où elles pourront se réunir, où elles pourront être accompagnées pour une réinsertion socio-psychologique. Alors, c'est ce qu'on peut retenir aussi de ces sujets, c'est qu'a dit le docteur
docteur Merveille Nsumbu, c'est que les programmes liés aux violences basées sur les genres doivent être renforcés, puisque un programme ne pourra pas tout justement subvenir aux besoins très pressants, on doit les souligner, à tous ces fléaux. Alors ici en RDC, on a prioriser, la femme doit être au centre de ses ambitions. Je pense que vous en êtes aussi mise au parfum. Et donc, que peut-on attendre tout justement de ces thèmes ou de cette thématique? Ok. La femme doit être mise au centre de ses ambitions. Je parlerai de deux choses. La vision et l'investissement dans son capital humain. Premièrement, la vision. La femme doit avoir une vision. Elle doit savoir où elle veut aller et qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie ou entamer comme carrière, comme projet de vie. Premièrement, elle doit tracer son chemin. Tracer son chemin, connaître, savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux devenir, où est-ce que je veux aller. Et deuxièmement, après avoir tracé une vision, investir en elle. Investir dans son capital humain, investir dans ses connaissances, ses compétences, ainsi que ses expériences qui feront d'elle une source de connaissances et un repère pour les autres. Très bien, très bien. Savoir placer ses objectifs et travailler dessus, investir en elle, c'est le point important qui est dit. Et à présent, on prend le deuxième volet de notre émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre comme ça la docteure Merveille Nsumbu. Je dois rappeler que vous êtes docteur médecin et des formations, médecin de formation, et également assistante technique du docteur Michel Mouvoudi, qui est aussi très connu par ses formations, un homme qui impacte aussi. J'aurais un plaisir de le recevoir aussi. Et donc, comme ça, elle est aussi activiste dans les capitales humains, mes chercheurs. On prend le deuxième volet, rapidement. Alors, on parle du capital humain. Aujourd'hui, vous parlez du capital humain, mais il y a des là qui vont nous suivre, qui ne connaissent pas exactement les capitales humains. C'est quoi les capitales humains? Alors, le capital humain, c'est l'investissement en soi, l'investissement en l'humain. Vous savez, il y a d'autres pays qui n'ont pas les richesses que la RDC a. Et très souvent, on nous dit, tu viens, moi, quand je voyage, on a l'habitude de me dire, ah, t'es congolaise de la République démocratique du Congo. Tu viens d'un pays qui est très riche. Vous avez le coltan, vous avez l'or, vous avez tout ce qui est de riche. C'est qui nous identifie. Exactement. Alors, quand tu dis que tu es congolaise de la RDC, directement, on te dit, ah, mais vous êtes riche. Vous êtes riche, oui. Alors, est-ce que nous sommes vraiment riches à cause de ce que nous avons dans le sous-sol? Non. Mon mentor et le docteur Michel Mouvoudi a l'habitude de dire, la RDC a comme première richesse son peuple. Ok, très important. Son peuple. La richesse de la RDC, c'est les habitants, le nombre d'habitants que possède ce pays. Et deuxièmement, la richesse de ce pays, c'est ses habitants. C'est comment est-ce qu'on investit dans ses habitants pour qu'ils puissent devenir utiles et rentables au développement. C'est ça la richesse d'un pays. Alors, le capital humain, c'est juste l'investissement dans l'humain qui va le rendre rentable au développement de son pays, de sa structure et de là où il œuvre. C'est ça le capital humain. Le capital humain, c'est trois choses. C'est savoir, expérience, compétence. Savoir, expérience, compétence. C'est ça, tout justement, le capital humain. Mais un tout petit peu, ne pensez-vous pas que le capital humain est en train d'abolir notre culture? Pourquoi? Parce que il y a des ceux qui habitent les fins fonds, les milieux ruraux, comme on a toujours l'habitude de les dire, ont cette culture-là de grandir avec nos notions, de grandir avec tout ce qui va avec notre culture. Mais après, quand on veut investir sur soi, on abolit tout justement nos cultures, on abolit tout justement nos valeurs qui sont nos valeurs noires et nos valeurs congolaises. Ne pensez-vous pas que le capital humain est un tout petit peu en train de diminuer tout ce qui est comme notre valeur sociétale, étant noir, humain et congolais? Je dirais non. Le capital humain ne peut pas abolir ce que nous sommes en tant que
qu'Africains, en tant que Bantous, nous avons nos valeurs, nous avons l'éducation qui nous a été transmise. Mais le capital humain vient juste renforcer les connaissances et les compétences. Déjà, il faudrait savoir qu'il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. L'éducation, nous le recevons en famille. On nous apprend à dire bonjour. On nous apprend à se tenir debout dans un bus quand il y a un vieillard qui entre. On nous apprend à dire s'il te plaît, pardon. C'est une éducation qu'on reçoit à la maison. L'instruction, c'est la raison pour laquelle on nous envoie à l'école. C'est pour recevoir des connaissances pratiques, des connaissances et qui vont nous aider dans la vie, qui vont nous permettre à nous exprimer. Si aujourd'hui vous pourriez tenir cette conversation avec moi, c'est parce que vous êtes instruit. En dehors de l'éducation reçue de la maison, vous avez reçu l'instruction. Mais est-ce que cette instruction vous a biaisé votre éducation? Non, non. Cette instruction n'a pas dégradé la personnalité et l'éducation reçue de vos parents. Non. L'instruction vient juste renforcer ce que vous avez reçu de la maison. Donc, le capital humain, qui n'est autre que renforcer l'instruction, c'est-à-dire être instruit et développer cette instruction. C'est-à-dire, j'ai appris un métier, je développe ce métier, je développe des compétences dans ce métier et j'acquiers de l'expérience pour devenir utile pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis médecin, j'ai été formé. J'ai fait 8 années de médecine et après, je suis allé en stage. En stage, ce sont des aînés médecins qui m'ont formé. Et quand je suis devenu médecin à mon tour, on avait mis aussi sous ma responsabilité des stagiaires pour que moi aussi, à mon tour, avec l'expérience que j'ai pu acquérir au fil des ans, que je puisse devenir utile pour ceux qui sont étudiants. Donc, le capital humain, développer son capital humain, c'est développer toutes ses essences. Votre instruction reçue sur le banc de l'école, à l'université, vous vous rendez utile. C'est-à-dire, je vais parfaire mes compétences, je vais gagner de l'expérience pour devenir utile pour les autres. Je deviens rentable au développement. Développement de quoi? De mon pays, de la société où j'exerce, dans ma famille, etc. Donc, en rien, le capital humain ne peut biaiser nos valeurs africaines, nos valeurs bantoues et l'éducation transmise de nos parents. Le capital humain, quand vous venez de le dire, c'est tout justement le renforcement de notre instruction, de notre éducation pour acquérir tout justement de l'expérience et tout ce qui va avec. Le savoir, expérience, savoir, compétences. De manière un peu plus pratique. Comment vous pouvez typifier tout justement les capital humains de manière pratique pour que les gens comprennent mieux par des exemples concrets? De manière pratique, il faudrait développer le désir des formations. Très bien. En tant que personne, je suis personnellement recruteur. Et alors, lorsque je recrute et que je vois sur un CV que depuis que tu étais licencié en 2003, tu n'as plus fait d'autres formations, je ne te prends pas. Désolé. Si vous vous trouvez face à elle, c'est foutu. Désolé. C'est foutu. Tu ne peux pas avoir fini ta licence en communication, par exemple, en 2003, ou tu as fini ta licence en informatique. C'est encore eux ou c'est pire, hein. Tu as fini la licence en 2003 en informatique, alors que tout le temps que tu as étudié de G1 en L2 à l'ISIPA, vous ne touchez même pas l'ordinateur. On dessinait l'ordinateur sur les cahiers et on met les flèches. Ici, c'est le keyboard. Comment on dit keyboard en français? Le clavier. Le clavier. Ici, c'est le clavier. Ici, c'est l'écran. C'était sur papier, s'il vous plaît. Et on est en 2025. Depuis 2003 où tu as fini licencié à l'ISIPA, tu n'as plus fait d'autres formations. Alors qu'aujourd'hui, l'informatique est allée très loin et nous avons la venue de l'intelligence artificielle qui a explosé le monde informatique avec les data, encodeurs et tout ça. Alors, on parle du capital humain chez les femmes.
C'est ça même la thématique qui doit être abordée maintenant là. Alors, selon mes recherches, 80%, et donc 80% des femmes n'en tiennent pas compte. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Alors, premièrement, je pense qu'elles ne savent pas. La femme est une être merveilleuse, hein. Et je pense que pour que la femme puisse se développer, elle doit avoir accès à l'information. Elle doit avoir accès à l'information. Et le message que je vais passer ce matin, c'est que les femmes, vos smartphones, surtout pour les femmes urbaines. Ouais. Je parle aux femmes urbaines. Votre smartphone n'est pas seulement pour vous abrutir. Je sais qu'aujourd'hui avec TikTok, c'est vraiment ça a une poussée terrible. Mais le même TikTok, je vous assure qu'avec le même TikTok, les gens suivent des formations. Dans ce TikTok là, il y a des gens qui développent des connaissances et des compétences. Très bien. Je connais personnellement une personne qui a développé des connaissances en design intérieur. Par TikTok. Donc, alors que toi, tu utilises ton TikTok pour t'abrutir, il y a quelqu'un qui utilise TikTok pour investir dans son savoir. Alors, je nous conseillerais, nous les femmes urbaines, de nous ressaisir. Utilisons cette poussée informatique aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, le big data, les connectivités pour investir en nous développer, apprendre des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses afin d'être rentable au développement de notre pays. Les enjeux socio-économiques en RDC, surtout, on doit les dire, et sont énormes. Comment les capitales humains pourraient favoriser tout justement les enjeux socio-économiques, surtout pour les femmes? Les enjeux socio-économiques, déjà, je voudrais parler d'abord des enjeux socio-économiques. Je dirais qu'il faudrait, c'est déjà un très bel aspect à prendre en considération. Et comment y arriver? D'abord, c'est par là qu'il faut commencer. Oui. Comment y arriver? Premièrement, promouvoir la femme entrepreneur. Comment promouvoir cette femme entrepreneur? Il faut la faciliter. Faciliter l'accès au financement. Faciliter l'accès à tous ces concours qui aident à mieux stabiliser les entreprises des femmes. Deuxièmement, il faudrait mettre en avant les femmes leaders. C'est pour cela, lorsque nous avons commencé cette émission, j'ai félicité ce projet de mettre en avant les femmes leaders, les femmes qui ont réussi dans un domaine et qui peuvent être un exemple pour les autres. Pourquoi? Parce que en tant qu'humains, nous reproduisons facilement ce que nous voyons. Et ça c'est très naturel. Alors plus les médias nous facilitent à diffuser les informations sur la femme, sur les femmes leaders, les femmes qui ont réussi, je pense que cela sera le début des choses. Ça va déclencher ce désir en ces femmes qui n'ont pas encore commencé à vouloir se développer. Très bien. Alors, quelle est la part du domaine sanitaire dans le capital humain? Puisque vous êtes médecin, je crois qu'on doit quand même jeter un clin d'œil là-dessus. Alors, déjà, le capital humain, c'est vraiment mettre en avant l'humain. Oui. Ok? Il faut mettre en avant l'humain et investir dans cet humain. Alors, lorsque je prends le volet sanitaire, il faudrait savoir que, avec la définition de l'OMS, la santé, c'est le bien-être physique, social et mental d'une personne, hein, je paraphrase. Alors, en tant que médecin, il faudrait savoir que un humain ne va pas investir dans ses connaissances, dans ses compétences s'il n'est pas en bonne santé. Très bien. Donc, une personne malade, une personne souffrante ne pourra pas investir en lui. Il n'aura pas la force pour aller à une formation. Il n'aura pas la force de postuler pour un travail. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en bonne santé. Alors, le volet sanitaire a tout son essence
dans l'humain. Donc, promouvoir la santé est aussi une façon de promouvoir le capital humain, de promouvoir la bonne santé de chaque individu. Et j'ai toujours l'habitude de dire que le domaine de la santé ne concerne pas seulement le ministère de la Santé. L'approche de la santé, c'est une approche qui doit aller à tous les volets. Elle prend en compte tous les autres départements. Pourquoi? Je vous donnerai un exemple simple. Est-ce que vous savez que la première cause de mortalité en RDC, ce n'est pas un domaine typiquement santé, ce n'est pas une maladie, c'est les accidents de trafic routier qu'on appelle ATER. Ce sont les accidents qui sont la première cause de mortalité en République démocratique du Congo. Mais les problèmes des accidents de trafic routier, c'est pas le ministère de la Santé, ce sont les véhicules, c'est le ministère du Transport. Oui. Alors, le domaine de la santé, elle est pluridimensionnelle. Alors, pour résoudre le problème de la santé, afin que l'humain soit mis en valeur, soit fort, il faudrait traiter la santé dans son domaine pluridisciplinaire. Donc, parler de la santé, mais créer des connectivités avec les autres départements, avec les autres ministères, voudrais-je dire, ministère du Transport, ministère de la Défense, tous les autres ministères. Pourquoi? Parce que tout le monde ensemble crée la santé. Si un humain, un individu n'est pas en sécurité pour rentrer du travail à 19h parce que les coulous vont l'agresser, il ne sera pas en bonne santé pour aller demain au travail. Donc ça, c'est pas le ministère de la Santé qui gère, c'est le ministère de la Défense, je crois, qui doit mettre en avant, qui doit faire en sorte qu'il y ait une sécurité inclusive pour la population. Lorsqu'il y a beaucoup d'accidents en route, c'est pas le ministère de la Santé, c'est le ministère de Transport qui doit se rassurer que chaque conducteur a un permis de conduire, il est autorisé à conduire pour éviter les accidents et ainsi de suite. Je peux en citer des milliers. Donc, l'homme doit rester au centre du développement. La santé n'est qu'une complémentarité, mais elle ne peut pas exercer seule. La santé, elle est pluridimensionnelle. Alors, tous les autres secteurs doivent s'appuyer afin de faire ressortir l'homme en tant qu'individu accompli. Alors, le capital humain, c'est le renforcement. Je reviens sur ça, de notre éducation, de notre instruction, de tout ce que nous avons appris. Et donc, on doit investir sur soi. Et donc, on doit travailler là-dessus de manière un peu plus formelle et plus fortement. Alors, aujourd'hui, la RDC, elle est touchée par la guerre qui nous secoue depuis plus de 30 ans. Il y a d'autres parties aussi du pays qui n'ont même pas la chance de suivre cette émission, qui n'auront même pas la chance de passer sur les bancs de l'école, qui n'auront pas la chance d'avoir les téléphones, on doit les dire, dans les fins fonds du pays. Ouais. Alors, comment faire pour inclure le capital humain dans ces coins-là, puisqu'ils doivent se développer, ils doivent contribuer, exactement, ils doivent vivre comme tous les autres humains. Exactement. Je parle des gens qui sont à l'Est, des déplacés de l'Est, exactement, et puis les gens qui sont dans des milieux un peu plus reculés. Exactement. Comment faire pour arriver ou faire parvenir le capital humain dans ces gens de coins? Exactement. Une seule chose, la sensibilisation. La sensibilisation de masse, la sensibilisation porte à porte, la sensibilisation personne par personne. Et d'autres personnes diront que c'est pas possible. C'est très possible parce que moi, je l'ai fait. J'ai travaillé à la zone rurale, la zone de santé rurale de Kimbantseke. Et il y a des quartiers à Kimbantseke où des personnes n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas accès à l'information, où il fallait aller en personne pour leur dire que demain, nous aurons vaccination de la poliomyélite, qu'on appelle Buka Buka, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, nous devrions aller, nous devrions nous rassembler en groupe de personnes et faire des sensibilisations porte à porte. Et heureusement pour nous, au sein de la santé, on a développé avec les zones de santé, on a développé des personnes à qui on a attribué cette tâche qu'on appelle les relais communautaires.
Les relais communautaires sont des personnes qui descendent dans des quartiers, dans des villages, au fin fond, pour aller sensibiliser, parler des maladies, faire comprendre à la personne la gravité de X ou Y maladie et comment y remédier, comment se renforcer, se développer après cette maladie, comment la réinsertion sociale après X ou Y maladie. Alors le travail, c'était ça le travail des relais communautaires et moi personnellement je l'ai fait. Alors il faudrait capitaliser, utiliser des personnes, créer des structures, des mouvements qui pourront déplacer ces personnes pour aller faire du porte-à-porte et des sensibilisations. Mettre en avant, prôner l'éducation premièrement, surtout pour les jeunes filles et les femmes, permettre l'accès à l'éducation. Alors, comment permettre l'accès à l'éducation dans les zones rurales? Le rendre moins cher ou quasi gratuitement. Okay. Donc, si on le rend moins cher ou gratuit, par exemple, ils auront l'accès facile à l'information, à la connaissance. Donc, le travail des relais communautaires dans le domaine de la santé, on peut l'appliquer dans le domaine du capital humain pour que chaque individu puisse se retrouver avec les informations nécessaires pour pouvoir se développer. Très bien, très bien. Il faut mettre en place des relais communautaires pour les capitales humains, pour capitaliser les capitales humains dans des zones rurales. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On va avoir des mots pour les gens qui sont secoués par la guerre à l'Est et puis finir avec un mot pour les femmes qui vont suivre cette émission. Alors, pour ceux qui sont en train de vivre cette guerre à l'Est, qui dure depuis plus de 30 ans aujourd'hui, les mots ne seront jamais suffisants pour pouvoir apaiser ce que vous vivez. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous avec vous et nous faisons nos efforts consciemment pour voir comment est-ce que nous pourrions vous apporter notre soutien physique, financier, etc. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. Deuxièmement, pour toutes les femmes qui vont suivre cette émission, je voudrais que vous puissiez investir en vous, capitaliser, chères dames. Vous n'êtes pas des bouts de personnes. Vous êtes des personnes à part entière. Vous avez une vie. Et vous avez des compétences à faire voir au monde, à faire valoir, quel que soit le domaine, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez femme entrepreneur, avocate, médecin, ingénieur, vous toutes, vous avez une place dans cette société et vous avez des capacités, des potentialités qui peuvent faire émerger notre beau et grand pays. Alors, ne baissez pas les bras, commencez par un pas et j'ai l'habitude de dire que le succès, c'est par le premier pas que vous avez pris et que cela ne s'arrête pas juste à vos convictions et à ce que vous pensez, mais commencez par prendre le premier pas, développez-vous afin d'être rentable au développement. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas, commencez par un premier pas. Les succès viendront toujours du premier pas. Alors c'est très 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 important, très essentiel. Nous sommes arrivés à la fin, chers internautes. C'était un plaisir de recevoir la docteure Merveille Soumbou. Alors une émission essentielle autour d'un concept spécial, nos quotidiens au féminin. Et bien sûr, nous avions discuté autour du capital humain. Alors, c'est à suivre sur nos pages et c'est à suivre sur nos plateformes internet comme vous avez toujours l'habitude de les faire. Alors, j'ai été accompagné par un grand technicien, Roger Mbouangui, à qui j'ai salué vivement. Et donc, retrouvez-nous prochainement pour un nouveau numéro avec les mêmes plaisirs. À plus.